En psychanalyse, il est un postulat très important à intégrer, c'est que l'inconscient est le lieu d'un savoir et que ce savoir induit aussi bien des représentations que des pensées et des comportements. Le symptôme, d'après ce premier postulat, serait l'expression de ce savoir comme le repérage d'un hiatus, un creux ou un trou, entre le désir du sujet, je, et les contraintes du moi, en rapport avec le monde. C'est-à-dire que conscient et inconscient n'ont pas pour vocation de toujours se trouver en accord, loin de là. Profondément, ce que mon je interne veut n'est pas forcément en accord avec la possibilité d'expression de mon moi externe, mis en scène dans le social. La psychanalyse ne part pas simplement de l'idée qu'un inconscient existe et qu'il se manifeste de temps à autre. Elle postule au contraire qu'il est toujours là, opérant et influençant le sujet dans ses pensées, actes et capacités de représentation. Pour la psychanalyse, l'inconscient n'est pas régi par les mêmes règles physiques et logiques que le conscient. Sigmund Freud en a repéré les aspects et manifestations en étudiant les rêves justement, production éminemment inconsciente. Pour le savoir inconscient, il n'y a donc pas de négation, tout est possible, il n'y a pas de temps, peut-être même pas le même espace. Les choses sont confondues et confondables. Il y a possibilité de réactivation d'expériences dans l'immédiat, et bien sûr, tout cela peut se mélanger. L'inconscient n'est pas une mémoire respectant une logique, c'est une mémoire qui fonctionne en tout et en continu. Elle est davantage mue par des liens émotionnels que logiques. C'est aussi un savoir, car ces manifestations sont le fruit d'un passé réel. L'interprétation des rêves, 1900 de Sigmund Freud, ou l'interprétation des mécaniques du rêve. Par son ouvrage dit Träumung, pardon pour mon allemand, traduit en français soit par l'interprétation des rêves, soit par l'interprétation du rêve, Freud met en place les bases fondamentales d'une représentation de l'appareil psychique inconscient. Je préfère pour ma part voir en ce livre l'étude des mécanismes observables dans le rêve plutôt qu'une méthode stricte et que l'on peut répliquer telle qu'elle. Il observe au fil des chapitres quels sont les mécanismes en jeu dans le rêve. Contenu manifeste contre contenu latent, oubli, refoulement et défense, pour ne pas se rappeler de tout le rêve, la figurabilité, le déplacement, la condensation, le symbolisme, etc. Freud se base sur cette manifestation incontestablement inconsciente qu'est le rêve pour savoir comment devrait être susceptible de fonctionner l'inconscient de façon générale. Et non pas l'inverse. Ce n'est pas en échafaudant une théorie de l'inconscient qu'il prétend être capable de comprendre le sens des rêves. Il suffit de suivre la chronologie de ses écrits pour s'en rendre compte. On passe de l'hypnose à la clinique de l'hystérie, à la reconnaissance d'une vie inconsciente manifestement à l'œuvre, à des représentations d'un appareil psychique. Ces observations du rêve couplées à ces observations cliniques mènent Freud à élaborer sa première représentation de l'appareil psychique, ce qu'on appelle la première topique. La première topique. Topique nous vient du grec topos pour lieu, et donc le premier lieu que va définir Freud, ça va être le système conscient. Il pourrait presque se résumer aux cognitions et aux fonctions cognitives supérieures. C'est ce qui est capable de faire lien entre le monde interne et le monde externe, aussi bien en réception qu'en émission. C'est le lieu où les représentations sont engrammées, c'est-à-dire mémorisées, et symbolisées à long terme. Déjà dans cette première topique, le conscient va essayer d'éviter les conflits et les tensions. Point très important, il est géré par le principe de réalité, c'est-à-dire qu'il est censé prendre en considération les liens logiques et physiques qui nous régissent. Second lieu de cette première topique, le système préconscient. Il s'agit ici de l'interface entre conscient et inconscient, caractérisée notamment par le fait que le système conscient pourrait y avoir accès. C'est un système peut-être plus de l'ordre d'une mémoire et notamment des représentations verbales, qui peut donc faire des passages dans le système conscient, bien entendu, mais aussi puiser après une forte censure dans le système inconscient. Troisième lieu de cette première topique, le système inconscient. C'est le lieu des processus primaires et du principe de plaisir. Les mouvements psychiques sont ici libres et n'ont que faire de la réalité externe. L'assouvissement de la pulsion se veut immédiat. Il existe des phénomènes de censure entre ces différents systèmes et donc les contenus ne pourront pas passer de l'un à l'autre sans avoir fait l'objet d'une transformation. Continuons ces recherches.
Freud constate des limites de cette première représentation. Il va donc créer sa seconde topique. La seconde topique. Freud va principalement avancer sur cette topique à travers Au-delà du principe de plaisir en 1920 et dans Le moi et le ça en 1923. Donc commençons par le ça. C'est la seule instance qui a un lien direct avec une instance de la première topique, à savoir l'inconscient. Tout ce qui se trouve dans l'inconscient de la première topique se trouve ici dans le ça. Le ça se définit clairement comme le pôle pulsionnel de l'appareil psychique. C'est aussi le lieu des instincts de vie et instincts de mort, processus primaire et principe de plaisir. Les processus en action dans cette instance n'obéissent toujours pas aux lois de la logique et de la pensée. Freud, dans Nouvelle conférence sur la psychanalyse, énonce en parlant du ça que le principe de contradiction n'y existe pas. On n'y trouve rien qui puisse être comparé à la négation. Le postulat selon lequel l'espace et le temps sont les formes obligatoires de nos actes psychiques s'y trouve en défaut. De plus, le ça ignore les jugements de valeur, le bien, le mal, la morale. Le moi. Freud disait encore, à l'origine tout était ça. Le moi s'est développé à partir du ça sous l'influence persistante du monde extérieur. Et il nous dit ça dans l'abrégé de psychanalyse. C'est selon moi l'instance la plus complexe, mais il est un aspect fondamental à retenir concernant le moi. C'est qu'il doit faire avec les exigences du ça et du surmoi. Il assure la fonction de conscience et toutes les fonctions précédentes du préconscient lui sont également attribuées. C'est en quelque sorte le pôle défensif du sujet, qui doit se frayer un chemin entre les attentes souvent contradictoires des exigences pulsionnelles du ça, les contraintes de la réalité extérieure et les exigences du surmoi. Il a donc une fonction d'autoconservation. Il apparaît que ce moi se forme, ou se modèle, à la suite d'identifications successives à des objets extérieurs qui sont ainsi intériorisés, incorporés à ce moi. On peut donc remarquer que, de toute manière, le moi n'est pas une instance qui existe d'emblée, mais qui se constitue progressivement. Contrairement au ça qui est morcelé, c'est-à-dire qui est éparpillé en plusieurs morceaux distincts, le moi apparaît comme une unité et comme l'instance qui assure la stabilité de l'identité de la personne. Freud nous dit encore dans les Nouvelles conférences, sans le moi, le ça, aspirant aveuglément à la satisfaction des instincts, viendrait imprudemment se briser contre cette force extérieure plus puissante que lui. Le surmoi. Le surmoi est l'héritier du complexe d'Oedipe, selon Freud. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Déjà qu'avant que le complexe d'Oedipe ne soit en place, le surmoi n'est pas instauré et efficient. Il prend place dès lors que le ça doit renoncer à son objet d'amour de la triangulaire oedipienne. Nous reviendrons sur le complexe d'Oedipe dans un futur biais. Le surmoi est structuré par des processus d'identification, tant à l'un qu'à l'autre des deux parents, puis à d'autres objets, notamment dès l'adolescence. Quoi qu'il en soit, cette identification a pour but d'amener le ça à renoncer à son objet d'amour. Cet objet étant introjecté dans le surmoi, celui-ci récupère, de ce fait, l'énergie que le ça avait investie sur cette représentation. Sa construction ne se fait pas non plus sur le moi des figures parentales, mais bel et bien sur ce qui émane de leur propre surmoi. Vous pouvez le voir par vous-même, il y a beaucoup de valeurs et de choses importantes pour vous qui dépendent des valeurs de vos parents ou vos grands-parents sans qu'eux-mêmes ne le manifestent véritablement et concrètement dans les faits. Freud fera donc remarquer que malgré tout un tas de différences notables entre le ça et le surmoi, il représente le rôle d'un passé, généalogique et identificatoire, donc au lieu de l'autre, là où le moi est déterminé par l'expérience et le vécu propre. Si cette deuxième topique est un postulat de base de la conception psychanalytique, comprenez que toutes les autres conceptions théoriques prennent cela comme base. Donc Freud comme base. Ce qui veut dire que lorsque l'on assimile les psychanalystes à Freud, c'est surtout parce qu'ils sont dans une certaine mesure obligés de se référer à cette base, ce tronc commun duquel découlent les autres concepts nécessaires à l'élaboration. De cette époque, il y a bien sûr d'autres psychanalystes qui ont souhaité faire scission avec la théorie freudienne, notamment Carl Gustav Jung, mais malgré tous les efforts de ses contemporains, Freud est le seul à avoir construit un modèle théorique de l'appareil psychique qui garde une valeur clinique malgré les années. Beaucoup de psys se sont essayés à construire une
Troisième topic. Aujourd'hui d'ailleurs encore, aucun n'a pu rendre les choses plus intelligibles d'un point de vue théorique ou clinique. En conclusion, ces trois instances de la seconde topique freudienne, le ça, le moi et le surmoi, que les psychanalystes utilisent toujours à ce jour, leur permettent entre autres de débusquer dans le discours de leurs patients les conflits en jeu entre ces différentes instances, ce que l'on appelle les conflits psychiques. Car l'inconscient n'est pas une fumisterie qui permettrait d'avancer n'importe quelle hypothèse ou théorie sur l'inconscient de n'importe qui. L'inconscient sème des graines, ou des petits cailloux si vous préférez, qu'il faut collecter dans le langage et les actes de tout un chacun. Si les signes récoltés se sont exprimés par une cohérence et des liens, alors nous pouvons entrevoir les aspects spécifiques et uniques de cet inconscient. Un seul signe ne peut pas présager de toute une globalité chez un sujet. Il nous faut collecter différents signes de son inconscient pour pouvoir avancer une hypothèse ou une interprétation. La base de la culture psychanalytique est de débusquer et traiter les conflits psychiques à l'origine des souffrances du moi qui apparaissent justement lorsqu'on sait prêter l'oreille. Toujours tiraillé entre deux injonctions contradictoires, assouvir ses désirs ou suivre les besoins liés au groupe d'appartenance, le psychanalyste fait entendre à l'analysant ce savoir intime, loin de tout bruit social, de la doxa ou de tout dogmatisme. Entendre ce que le véritable moi a à dire. Ce podcast est à présent terminé, j'espère qu'il vous a autant plu de l'écouter qu'à moi de l'écrire, que vous avez appris des choses et que cela vous sera utile dans votre vie quotidienne et avec vos proches. N'hésitez pas à le partager à vos amis ou toute personne que cela pourrait intéresser. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour mon prochain podcast. Au revoir. Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.